Mon adresse Twitter qui se situe juste là. Je suis CTO chez Asphalt. Et Asphalt, c'est quoi? En fait, on met en place du vélo de fonction en entreprise. Pour le dire simplement, on transpose le concept de la voiture de fonction au vélo et on propose une offre qui est packagée, qui va comprendre donc le vélo, l'assurance et la maintenance. Et qu'est-ce que je fais moi chez Asphalt? Je m'occupe tout spécialement des outils. Donc les outils, la plateforme qu'on développe en interne et qu'on met à disposition de nos clients et de nos partenaires. On fait actuellement un petit jeu concours pour gagner soit un Cowboy ou un Voltaire. C'est de très beaux vélos. Donc si vous voulez participer, je vous invite à scanner le QR code. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en ce moment. Je vous laisse un peu de temps si vous voulez scanner le QR code. Je pense qu'on n'a peut-être pas trop de réseau ici, mais bon, voilà, vous le ferez plus tard. C'est bon. Trop tard sinon. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Alors, peut-être qu'un jour ou l'autre dans votre carrière, on va vous proposer de prendre un poste de manager. Et ben, je vous propose justement de parler du manager dans le milieu de la tech. Et tout spécialement de la transition donc, qui va aller d'un poste de développeur à celui de manager. Alors, je dis bien transition parce qu'à mon sens, ça constitue plus un changement de cap qu'une simple évolution, voire même à une promotion comme on pourrait le penser trop souvent. Cette transition, je l'ai vécue et je me propose de mettre en lumière certains aspects de ce virage au sein d'une carrière. Alors, disclaimer, ce talk n'est en aucun cas une formation en management. Je m'estime pas capable de pouvoir en dispenser. Non, c'est juste le but de partager en toute humilité ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, les difficultés auxquelles j'ai pu faire face, et essayer de compiler certaines choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise le jour où je suis devenu manager. Et qu'on essaye de répondre à la question suivante tous ensemble, est-ce que c'est une bonne situation, ça manager? Le but, c'est d'apporter des éléments de réponse à ceux qui souhaiteraient devenir manager, et pour ceux qui le seraient déjà, faire un retour d'expérience. En premier lieu, on peut déjà se demander c'est quoi être manager? Eh bien, à mon sens, c'est déjà être garant d'une équipe et de son bon fonctionnement. Ça inclut tout un tas de trucs qu'on va essayer de voir le long de ce talk. Mais c'est aussi être responsable de la bonne communication avec les équipes extérieures, les éventuels clients et la direction. On est généralement aussi responsable du bon déroulé des projets. C'est typiquement au manager à qui on va chercher des noix si les projets dérivent et qu'ils ne sont pas faits dans les délais impartis. On est également bien souvent responsable du reporting, généralement vers la direction. Et aussi, on est garant du recrutement et du suivi de carrière des collaborateurs. Maintenant qu'on a dit ça, on peut se demander aussi, c'est quoi les motivations pour devenir manager? Je pense qu'il faut sentir que c'est le bon moment dans sa carrière, c'est-à-dire être à un carrefour où on va soit continuer dans l'expertise technique, ou faire un virage et embrasser, j'ai envie de dire, la voie de manager, en tout cas s'orienter vers un poste de manager. Je pense qu'il faut être prêt à mettre de côté ses tech skills et mettre à profit ses soft skills. Il faut aussi très certainement avoir envie d'accompagner plus que de réaliser. Ça permet de certainement diversifier son quotidien. Et il faut peut-être enfin avoir envie de monter un petit peu en responsabilité, ou du moins élargir le spectre de ses responsabilités. Bon, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui va changer vraiment et drastiquement quand on va devenir manager. Déjà, il va falloir communiquer plus, mais genre beaucoup plus, quoi. Quand on devient manager, on devient en quelque sorte la charnière de communication entre les autres équipes, la direction, voire même les clients. Ça inclut plus de communication écrite, mais également orale. Et cette communication, finalement, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que, d'une part, on est l'ambassadeur de l'équipe, à l'extérieur, mais on est aussi le porte-parole de la direction en son sein. Pour résumer ça, en fait, on pourrait dire que si, en tant que développeur, on a dû travailler notre savoir-faire, en tant que manager, on va devoir bosser le faire savoir. Un autre sujet qu'on aurait tendance à minimiser, c'est le travail de synthèse, voire même de vulgarisation qu'on doit faire. Le but, c'est d'expliquer ce que fait l'équipe à l'extérieur, afin qu'ils retiennent l'essentiel sans trop se perdre dans les détails. S'il fallait faire une analogie avec le traitement de signal, on pourrait parler de rapport signal à bruit. Il va falloir aussi porter le message et les choix de la direction dans l'équipe. Il va falloir y donner du sens et mettre ça en perspective. Et ça, c'est une tâche qui peut être un petit peu délicate si on n'est pas toujours en phase avec les choix de la direction.
La communication, ça fait vraiment partie des choses qui vont changer dès lors où vous allez devenir manager. Et ça, il faut le prendre en considération. Alors un autre sujet, quand on devient manager, il va falloir affronter certaines de nos peurs de développeur. Je m'explique. Lorsqu'on est développeur, on déteste vraiment une chose plus que tout. Tellement cette chose, elle peut ruiner votre productivité. Je veux bien sûr parler des interruptions. Manager, c'est se mettre dans un rythme tout à fait différent de celui de développeur. Je suis tombé à ce sujet sur un article de Paul Graham en fait, qui parlait de la manager schedule versus le maker schedule. Et en fait, c'est assez pertinent. Le métier diffère finalement profondément. La méthodologie pour être productif, elle n'est plus du tout la même. On est vraiment sur des temporalités différentes. Quand vous devenez manager, votre rôle, c'est d'être disponible pour l'extérieur de l'équipe, mais aussi en son sein. Et donc, du coup, vous devez pouvoir être contacté, et donc interrompu. Et en fait, j'irai même plus loin. Vous devez même faire rempart afin de minimiser les interruptions de l'équipe technique. En tant qu'ancien développeur, vous savez à quel point ça peut être néfaste pour votre productivité. Alors pour rappel, on a tendance à dire qu'une interruption de 5 minutes, finalement, elle coûte 23 minutes. Parce qu'il ne s'agit pas que du temps d'interruption. Au final, il faut quand même recréer l'état de concentration dans lequel on était juste avant. Et donc au final, ce n'est pas 5 minutes, mais plutôt 23. Bon après, on peut s'outiller pour répondre à ces interruptions, hein, ce n'est pas une fatalité. Pour ma part, j'utilise beaucoup, tout bêtement, une to-do list. C'est-à-dire que quand je suis sollicité sur un sujet, je le consigne dans ma to-do list et je reviens très vite à ce que j'étais en train de faire. Le but, c'est de minimiser au maximum l'interruption et aussi de ne pas zapper ce qu'on vient de me dire. Je pense que dans la salle, on doit être aussi beaucoup à utiliser Slack. Il y a une super fonction dans Slack qui s'appelle Remind Letter. Pareil, ça j'utilise beaucoup pour pareil, réduire mes interruptions et ne pas oublier ce qu'on m'a demandé. Bon, après, il ne faut pas faire un tableau trop noir non plus. Hein. Quand on est manager, on peut encore avoir des phases de concentration et bosser sur des sujets de fond. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête. Quand on devient manager, on a des interruptions et on en a souvent. Mais ce n'est pas une fatalité. Le paradoxe du manager, le grand vertige. Quand on est développeur, c'est assez facile d'avoir une vue quantifiable sur sa productivité. On essaye d'avoir des grandes phases de concentration, on en a parlé juste avant, on va pusher des commits, on fait des pull requests et on a notre activité GitHub, GitLab, là, les petits carrés. Et puis généralement, on a un cap clair et défini sur une ou plusieurs itérations. Et en tant que manager, c'est beaucoup plus flou. Le livrable, il est moins évident. Les journées sont moins prévisibles et ça peut conduire à une sensation qui est un peu paradoxale. Vous allez avoir l'impression de faire des journées très denses et au final vous dire à la fin de la journée qu'est-ce que j'ai produit, peut-être rien ou presque. Et quand on vient d'un poste de développeur, cette sensation elle est assez dérangeante car vous allez avoir l'impression de plus produire, voire même brasser du vent. Il vous faudra un certain temps avant de réaliser que votre valeur ajoutée n'est plus celle d'avant. Elle pouvait se mesurer en nombre de features, par exemple les features livrées, les commits, etc. Un manager, c'est un facilitateur et un chef d'orchestre. Il va bien souvent être en réunion pour faire du suivi et de la préparation de projet. Et il faut mettre un profit role. Il va vous falloir faire... comment dire ? Vous avez rendu les clés du camion à l'équipe technique. Du coup, c'est plus vous qui allez produire, directement du moins. Et une autre facette de ce vertige, c'est qu'on a tendance à dire qu'un bon manager travaille à son inutilité. L'équipe doit pouvoir fonctionner sans le manager. Il est en aucun cas la clé de voûte de l'équipe. Et cette impression, elle est parfois un petit peu déstabilisante, car on peut avoir l'impression d'être parfois inutile. Mais c'est souvent le signe en fait, d'une équipe qui fonctionne bien et qui est mature dans sa façon de collaborer. Alors on l'a vu tout à l'heure, passer d'un poste de développeur à celui de manager, ça peut être une transition des hard skills vers les soft skills. Je m'explique. Et même si le rôle de manager il est bien différent de celui de développeur, on ne va pas mettre à la poubelle 10 ans de tech skills. En fait, on va les requalifier. En plus de ça, cette solide expérience, elle vous donne un précieux avantage dans vos nouvelles fonctions. Vous connaissez mieux que quiconque ce qu'a besoin un développeur pour bien faire son travail et pour y être épanoui. En tant que développeur, vous avez appris une chose précieuse. Vous avez appris à apprendre. Et le métier de dev, c'est apprendre constamment, se documenter, se former.
Et en plus de ça, les technologies sont en constante évolution. Rien que le temps de cette conf, on va sortir, il y aura peut-être 2 nouveaux frameworks JavaScript. Alors, ça c'est pour la blague pour le talk d'à côté. Non, j'aime bien JavaScript, hein, je déconne. Alors tout ce que je voulais dire, c'est que en fait, vous avez développé une vraie capacité d'adaptation, et cette capacité, vous allez pouvoir la mettre à profit dans vos nouvelles fonctions. Une fois qu'on a vu ce qui allait changer, ce qui peut être intéressant, c'est trouver son style de management. Et je vous propose qu'on fasse un virage par l'étymologie. On aurait tendance à dire que c'est le manager qui détient une forme d'autorité sur son équipe. Mais déjà, c'est quoi la définition de l'autorité ? Eh bien, l'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance, rien que ça. Mais en fait, si on creuse un petit peu plus, on se rend compte que l'autorité, en fait, la racine latine, ça vient d'ogeo. Ogeo, ça veut dire augmenter. Bonjour. Et d'ailleurs, quand vous faites des auctions sur eBay, ça a pour but, des enchères donc, ça a pour but d'augmenter le prix, et c'est également la même racine. Alors, la photo que vous voyez là, c'est le regretté Michel Serres. Et il y a sur YouTube une super vidéo à ce sujet, où il dit en substance qu'il n'y a d'autorité que là où il y a de l'augmentation. Et en fait, ça, c'est vachement inspirant parce qu'on s'écarte du cliché du manager petit chef qui fait du micromanagement, qui fait exécuter ses tâches. Non, en fait, on est plus proche du fait d'accompagner des membres de l'équipe en agissant comme un facilitateur, afin de lui permettre de cheminer et d'avancer dans ses fonctions, dans un but de progression et d'épanouissement. Et là, je trouve qu'on touche finalement au cœur de métier du manager. Et c'est certainement la facette la plus intéressante, celle humaine qui consiste à bien cerner les attentes du collaborateur afin de les mettre en perspective avec ses objectifs et les enjeux de l'entreprise. Il y a une autre étape qui est assez cruciale quand on doit faire fonctionner une équipe, c'est bien comprendre l'autre. En effet, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Certains préféreront avoir des échanges fréquents. D'autres préféreront au contraire avoir des objectifs clairement définis et qu'on leur foute plus ou moins la paix. Il faut vraiment déployer ses antennes en tant que manager afin de comprendre ça au plus vite dans l'équipe. Parce que votre rôle, c'est de mettre à profit les différents profils pour que les projets se déroulent le mieux possible. Et votre rôle, finalement, c'est de trouver le sweet spot entre les intérêts de l'entreprise d'une part et les souhaits du collaborateur. Pour bien comprendre l'autre, une des clés, paradoxalement, c'est de bien se connaître soi. Et notamment de comprendre à quoi on est sensible. Et pour faire ça, il y a un outil qui est assez cool et rapide à mettre en œuvre pour dresser son portrait robot, finalement. Cet outil a été élaboré par un psychologue américain qui s'appelle Taibi Keller. Alors, il conceptualise la notion de driver ou d'injonction. Un driver, c'est un type de comportement qui est bâti à partir de messages que nous avons eus dans notre enfance ou dans notre éducation. Ces messages, en fait, ils influencent tellement notre quotidien qu'ils en deviennent contraignants. Et ils sont au nombre de 5. Alors, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, sois fort et dépêche-toi. Bon, je ne vais pas m'attarder davantage, je mettrai un lien pour ceux qui veulent creuser un petit peu. Néanmoins, c'est assez opérant et plutôt simple à mettre en œuvre. C'est une série de questions, un QCM finalement, qui donne à la fin un résultat. Pour ma part, j'ai découvert que j'étais un mélange de fais plaisir et fais des efforts. Et en fait, ça éclaire de façon assez pertinente le prisme que je pouvais avoir dans mes échanges avec les autres au quotidien. Alors je vais essayer de vous citer un exemple. Je suis plutôt matinal. En même temps, mon fils me réveille tous les jours à 6h30, donc j'ai pas vraiment le choix. Ça, c'est un autre problème. Je suis plutôt matinal, disais-je. Et en fait, il s'avère que j'accordais beaucoup d'importance aux horaires du matin dans mon équipe. Certainement un petit peu le côté fait des efforts. En fait, ce test-là, ça m'a aidé à comprendre que cette sensibilité, elle venait certainement de mon éducation et des valeurs qu'on m'avait transmises. J'ai essayé de faire un pas de côté pour comprendre que finalement, c'était peut-être pas le cas de tout le monde et que c'était OK. Tout le monde n'a pas à être matinal, du moment que les collaborateurs respectent les règles d'entreprise ou d'équipe. C'est OK. Je vous invite à faire ce test, c'est vraiment très rapide à faire et c'est assez éclairant pour mieux se connaître. Un autre outil qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore aujourd'hui, c'est de me baser sur mes expériences passées avec mes propres managers. Et en fait, surtout celles qui ont été négatives. Le but, c'est d'identifier des choses que je n'avais pas aimées pour les comprendre et pas les reproduire. Je vous cite un exemple.
J'ai eu un ancien manager qui bâtissait son appréciation de ses collaborateurs avec le nombre de contributions dans une codebase à partir de la page GitLab ou GitHub. Alors j'ai trouvé ça particulièrement détestable et j'ai essayé de comprendre ce qui se cachait derrière, histoire de ne pas le reproduire. Parce que finalement, c'est vraiment un manque de confiance absolue envers le développeur et l'équipe. En plus de ça, ça constitue un biais, tout le monde ne fait pas des micro-commits, et en plus, c'est une métrique qui est uniquement quantitative et absolument pas qualitative. J'ai donc veillé à trouver une autre méthode. Et l'exercice, il est vraiment intéressant et les exemples, ils peuvent être nombreux. Ça permet quelque part de faire un portrait robot de la personne qu'on ne veut pas être. C'est vraiment ce genre d'exercices qui vous permettront de construire votre style de management. Ça, c'est aussi un exercice qu'on peut tous faire, et vous allez voir, c'est hyper riche d'enseignements. Alors maintenant qu'on a vu quelques pistes pour trouver son style de management, je vous propose d'aborder un tout autre sujet, celui des plannings. On va découper ça en 3 parties. On va parler d'estimation des tâches, de priorisation de ces tâches et donc du backlog, et voir un peu comment on peut s'en sortir quand on doit concilier feature et run. On disait à l'instant que c'est le manager qui est garant du planning. Dès lors, il va certainement se frotter à ce monsieur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est Douglas Hofstadter. Alors lui, c'est un universitaire américain en sciences cognitives et il a émis la loi suivante. Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Alors c'est une loi récursive et un petit peu fataliste, mais en fait, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est assez opérant. En fait, on évolue dans un milieu qui est complexe, où il est très difficile d'appréhender toutes les étapes nécessaires, les difficultés, les inconnus qui vont se révéler tout au long d'un projet. Et en fait, cette règle, elle est assez inspirante, parce qu'il faut vraiment faire preuve de prudence et d'humilité lorsqu'on estime et planifie une tâche. Il peut arriver vraiment beaucoup de choses dans un projet. Alors un bug, un problème de run, je sais pas, une absence d'un membre de l'équipe, une lib qui va casser le build, j'en passe des meilleurs, un problème de déploiement, enfin bref. En plus de ça, vous saupoudrez le tout par la loi de Murphy et vous êtes face à quelque chose qui va vous prendre 4 fois plus de temps que prévu. Un grand classique de la planification. Et en plus de ça, estimer, on n'est pas super fort pour le faire, comme en témoigne ce même. Je vous laisse le regarder, j'aime beaucoup ce même. Et outre la complexité à estimer, en fait, finalement, même notre appréhension du temps, elle n'est pas bonne. L'humain n'est pas super fort pour apprécier les durées. Et c'est impossible d'avoir une vue précise de délai lorsque c'est un sujet qu'on ne connaît pas intégralement. En plus de ça, on essaie d'estimer des choses qui sont en perpétuelle évolution. Je vais prendre un petit exemple. Demandez à cet alpinisme qui part sur une nouvelle voie combien de temps il va mettre pour aller là-bas. Il sera bien en mal de vous répondre tellement le nombre de paramètres à intégrer sera important. Ça va dépendre de sa forme physique, de la météo, de la bonne lecture de la paroi, voire même de son matériel. Et sa sortie finalement va pouvoir passer de 2, 3, voire même 6 heures éventuellement. Et si on prend un peu de recul par rapport à ça, avant d'estimer la complexité d'une tâche, en fait, il faut qu'on identifie et qu'on maîtrise les inconnus. Et justement, pour répondre à ça, il y a un framework de décision qui existe qui s'appelle le Cinefin. En fait, il présente 4 domaines de complexité, plus un joker pour caractériser les tâches. Simple. Alors le but de ça, j'ai oublié de le dire, c'est catégoriser les tâches pour appliquer le bon comportement. Par exemple, simple, c'est un sujet maîtrisé par tous ou presque. On n'a absolument pas l'ombre d'un doute sur le chemin à prendre pour réaliser cet objectif. Il n'y a pas de dépendance, on établit les faits, on les ordonne et on agit. Compliqué, là, c'est un sujet qui est connu, mais qui va nécessiter une certaine forme d'expertise. Ça va requérir une analyse complémentaire pour déterminer, par exemple, les effets de bord possibles. Complexe, là, on rentre dans le domaine de l'inconnu. Il va falloir mettre en place une phase préliminaire de test ou de sonde. Et ça, le but, c'est, in fine, de réduire l'inconnu. Chaotique, là, c'est quand la maison brûle, on ne cherche pas à savoir si le feu vient du gaz ou de l'électricité, on sort, on appelle les pompiers, et l'analyse, elle viendra dans un temps ultérieur. Disorder, ça, c'est une case joker quand on est incapable de catégoriser la tâche, et donc que l'inconnu est trop élevé. On va prendre un petit exemple. Dans le développement, on va généralement se situer entre compliqué et complexe. Compliqué, ça va être par exemple lorsqu'on doit faire un CRUD d'API.
On connaît bien la tâche, on l'a déjà fait par le passé 1000 fois. Mais on doit néanmoins mesurer s'il n'y aurait pas des effets de bord. Complexe, c'est par exemple un développement de features qu'on n'a jamais fait. De fait, l'inconnu est beaucoup trop élevé. On ne peut pas du tout estimer la tâche. Il nous faut une étape préliminaire d'étude in situ, donc je dis bien in situ, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, afin de pouvoir se positionner sur la complexité de la tâche. Cet outil il peut être utilisé lors des sprint planning ou les séances d'affinage de backlog par exemple, c'est assez sympa. Et là, le but, vous l'avez compris, c'est bien d'identifier les inconnus pour appliquer le bon comportement. Parce qu'on veut réduire au maximum notre marge d'erreur et, in fine, moins se planter sur les estimations. Et en fait, je pense qu'il faut une forme de courage pour dire bah non, je ne sais pas. Mais c'est essentiel si on veut limiter la casse. Et je trouve que c'est peut-être au manager d'instiguer ce climat de confiance où les collaborateurs vont pouvoir dire librement bah je ne sais pas. Ceci dit, en fait, il y a aussi des réponses en termes de méthodologie, comme le no estimate. Alors le no estimate, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça revient à découper un backlog en très très petites user stories, afin de voir combien on va en réaliser pendant un sprint. Et généralement, on dit qu'il faut 3 à 4 itérations pour déterminer la vélocité. Alors l'idée ici, c'est d'avoir une granularité super fine, de réduire l'inconnu, et ne surtout pas s'engager sur une date beaucoup trop éloignée, mais plutôt la réévaluer fréquemment. Alors maintenant qu'on a vu les problèmes auxquels on va faire face pour l'estimation, on va parler priorisation des tâches. Là, une fois que nos tâches sont estimées, il va falloir faire des arbitrages. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Du moins, c'est dire non dans un premier temps et on le fera plus tard. Dans une précédente expérience, je travaillais dans une équipe qui était très transverse. Elle collaborait avec une bonne dizaine d'autres équipes. Et c'était souvent compliqué de prioriser les choses. On pouvait vite sombrer dans des discussions un peu trop passionnées et faire des déçus. Pourquoi mettre un projet en avant plutôt qu'un autre? Et pour mettre un terme à ces pratiques, on a mis en place une méthode pour hiérarchiser le backlog. Alors il s'agit du WSJF, pour Weighted Shortest Job First. C'est une méthode qui est simplissime, mais qui permet de donner une note finalement à une user story. Et une fois le calcul fait, on trie par ordre décroissant, et boum, notre backlog il est priorisé. Alors le calcul, il se fait de la manière suivante. On va prendre la business value, on va ajouter de la criticité et un facteur de réduction du risque. Et on divise le tout par la durée. En première approximation, en fait, c'est l'ajout de valeur divisé par le temps qu'on va mettre à faire la tâche. Ce qui fait que les tâches qui ont le plus de valeur et qui seront les plus rapides à faire, elles seront traitées en premier. Alors outre la formule, il y a plein de méthodes, je pense, qui existent pour faire ça. Ce qui est vraiment super intéressant avec ça, c'est que ça apporte une règle qui est définie, connue et accessible. C'est comme si en fait on appliquait une recette de cuisine pour pondérer et trier notre backlog. Et en plus de ça, les calculs ils peuvent être consultés. Ça dépassionne vraiment le débat et la priorisation du backlog elle devient factuelle. Ça c'est super intéressant. Un autre sujet un peu délicat, c'est quand on doit concilier feature et run. C'est pas si simple. J'ai vraiment toujours trouvé que c'était une tannée pour donner de la prédictibilité à l'équipe quand on devait concilier feature et run. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà difficile d'estimer correctement une tâche, mais si en plus on doit composer avec une inconnue qu'elle run, là ça devient super compliqué. En fait, ça revient à intégrer un paramètre dont on n'a aucune maîtrise. Alors j'ai toujours trouvé que c'était compliqué, comme je le disais, et généralement ça finissait par se planter lourdement sur la capacité à faire de l'équipe. Dans notre précédentes équipes, on avait essayé pas mal de choses, comme prendre un peu de marge dans le sprint, pour se dire, voilà, là, on fera s'il y a du run qui nous tombe dessus, on pourra le prendre en charge. Ou mettre une user story qui représentait le run. Bon, en fait, c'était à peu près la même chose. Et ça marchait jamais vraiment bien. Au final, on finissait par se planter quand même. Et la seule réponse qui a bien fonctionné par rapport à cette problématique, ça a été de finalement détacher une personne pour s'occuper du run. On la comptait plus dans nos ETP, donc l'équivalent temps plein, lorsqu'on faisait le sprint planning. Et cette personne, en fait, on l'appelait le docteur, et c'était un roulement hebdomadaire dans l'équipe, où la personne était en charge du run. Alors, il y a plusieurs bénéfices à ça. Une personne qui est chargée de s'occuper du run, il n'y a plus besoin de tirer à la courte paille pour savoir qui va s'y coller quand il y a un problème. En plus de ça, toujours une personne qui est mobilisée, ça permet de faire rempart pour le reste de l'équipe et pouvoir répondre aux questions extérieures, par exemple. Et on réduit les interruptions de l'équipe technique. Ça, c'est super intéressant. Bon, maintenant, c'est une réponse qu'on peut mettre en place quand le volume de run le justifie.
Mais honnêtement, c'est de loin la meilleure méthode que j'ai pu mettre en place pour concilier feature et run, tout en conservant une bonne prédictabilité de l'équipe. Alors maintenant qu'on a vu les problématiques inhérentes à la gestion d'un planning, il y a une autre facette quand on est manager, c'est recruter pour compléter son équipe, ou la constituer même. Et ça, c'est vraiment un privilège que de pouvoir choisir les gens avec qui on veut bosser finalement. C'est une étape qui est super intéressante, mais qui est également chronophage, et pas super évidente. Même si parfois on est accompagné par le service RH et le reste de l'équipe pour les tests par exemple, c'est quand même pas simple de se faire une idée de la personne avec seulement quelques entretiens. Et en fait, on recrute plus qu'une personne. On recrute une personne qui va prendre sa place au sein d'une équipe. Et il faut faire la part des choses entre les qualités intrinsèques de la personne et son état d'esprit. Se demander si elle est compatible avec le reste de l'équipe ou avec le projet d'entreprise. Maintenant, on va s'intéresser à la taille de l'équipe et les implications, surtout quand celle-ci va grandir. Une équipe de 3 ne va pas se comporter comme une équipe de 6, qui ne va pas se comporter comme une équipe de 12. Bon, ça semble être une lapalissade, mais sur le terrain, c'est vraiment ce qu'on constate. Et en plus de ça, les transitions ne sont pas toujours évidentes. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre en œuvre des nouvelles choses quand on va passer d'un step à un autre, afin de garder un bon fonctionnement d'équipe. Alors, il y a un moyen assez intéressant pour se représenter ce qu'implique une équipe qui grossit. C'est la formule suivante. Elle permet de déterminer le nombre d'interactions en one-to-one au sein d'une équipe. Alors, NB, c'est le nombre d'interactions, et X, c'est le nombre de personnes dans l'équipe. Et comme les plus matheux d'entre vous l'auront remarqué, il y a un terme au carré, et du coup, c'est une fonction qui est non linéaire et qui va évoluer très vite. Du coup, en fait, le nombre d'interactions, il explose très rapidement quand l'équipe grandit. Un autre moyen de se représenter cette formule, c'est cette illustration. On voit que lorsqu'on passe d'une équipe de 3 à 7 membres, eh ben, le nombre d'interactions passe de 3 à 21. Et lorsque cette même équipe passe de 7 à 11, là on explose carrément, on passe de 21 à 55 lignes d'interactions possibles au sein de l'équipe. Le risque ici, c'est vraiment de passer à côté d'une information. Et on voit bien que l'enjeu, derrière une équipe qui grandit, finalement, ça va être la communication, pour bien continuer à travailler ensemble. Cette règle, elle est généralement adossée et associée à la loi de Brooks, qui dit en substance qu'ajouter des personnes à un projet en retard, ça accroît son retard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que faire grandir une équipe, c'est bien, mais c'est pas du tout toujours la panacée. C'est pas forcément miraculeux pour faire avancer les sujets plus vite. Un autre truc rigolo que j'ai constaté aussi, c'est que passer un certain nombre dans une équipe, il faut commencer à faire un effort pour savoir si tout le monde est là en réunion ou en visio, etc. C'est une chose qui m'a un peu interpellé et je me suis documenté sur le sujet. Et en fait, il y a beaucoup d'études sur la capacité de l'être humain à pouvoir dénombrer. Et donc, ça veut dire sans compter un nombre d'objets ou de personnes. En anglais, on appelle ça le subitizing. Par exemple, là, les cartons, on n'a pas besoin de compter, on voit tout de suite qu'ils sont 3. Par contre, si on en rajoute un petit peu, ça devient plus compliqué. Et jusqu'à 5, 6, 7, le délai, en fait, il est tellement infime qu'on ne se rend pas compte qu'on se met à compter. Mais on se met bien à compter, en fait. Et il s'avère que l'être humain n'est pas très très fort en la matière et pas beaucoup plus fort qu'un corbeau, par exemple. Désolé. Et je suis tombé aussi sur une anecdote d'une tribu aborigène qui comptait de la sorte. 1, 2, 3, beaucoup. Pas de vocabulaire pour dénombrer des plus grandes quantités. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas forcément outillé pour apprécier facilement un grand nombre de choses, tout comme c'est compliqué d'interagir avec beaucoup de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain il a ses limites, et ça se répercute sur l'organisation d'une équipe. Pour ma part, j'ai vraiment senti une différence arriver à 6 personnes. Jusqu'à 6 personnes, finalement, c'était vraiment instinctif de savoir si tout le monde était là, interagir avec 6 personnes, c'était simple. Au-delà de 6, ça devenait beaucoup plus compliqué. Tout comme pour le management direct, pareil, au-delà de 6 personnes, j'avais vraiment du mal à bien faire mon travail. Du moins, j'avais l'impression de ne pas bien faire mon travail, car ça prenait vraiment trop de temps. Une autre anecdote sur la taille des équipes. Au début d'Amazon, le fameux Jeff Bezos, celui qui vient à la COP26 en jet privé et qui nous fait de grandes leçons sur l'écologie, lui-même,
je digresse, mais c'est bien de lui dont on parle. Il a instauré une règle chez Amazon, donc au début, et qui disait la chose suivante. Une équipe ne devait pas dépasser le nombre de personnes qu'on pouvait nourrir avec 2 pizzas, soit 8 personnes. Bon, j'ai des potes, ils seraient 2 dans l'équipe, et ça, c'est un autre problème. C'est peut-être dans la salle d'ailleurs. En fait, cette règle, elle aurait pour avantage de favoriser la communication et de limiter la bureaucratie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans, parce qu'on a vu que la complexité organisationnelle d'une équipe, elle peut évoluer et exploser rapidement. Et je pense que c'est au rôle du manager d'avoir ça en tête lorsqu'il recrute pour son équipe. Encore un petit sujet sur la taille des équipes. Lorsqu'une équipe grandit, elle va passer par des étapes. Quand on est seul, par exemple, c'est simple, on est seul, donc on fait tout. C'est pas compliqué, pas vraiment une équipe, quoi. À 2, quand on crée une espèce de partenariat, on peut diviser facilement la charge de travail et les responsabilités. Ça, chez Asphalt, l'équipe technique, on en est là, donc ça va. Il y a une ligne d'interaction. À 3, on franchit vraiment un cap et il faut commencer à bien formaliser les objectifs. À 4, généralement, il va peut-être se dessiner le besoin d'avoir un chef d'équipe afin de préciser le cap de l'équipe. À 5, là on a 10 lignes d'interaction, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une phase un peu délicate où la communication elle va avoir un rôle clé. Et outre l'aspect purement numéraire de l'équipe, c'est vraiment gratifiant pour un manager de voir son équipe mettre en place des méthodes de travail qui vont devenir des habitudes. Mais aussi voir émerger un vrai état d'esprit bienveillant et solidaire. Ça, c'est quelque chose qui est très chouette à vivre. Et voir son équipe atteindre le cap de l'homéostasie, donc ça veut dire une organisation qui se régule en autonomie, c'est super gratifiant pour un manager. Et puis ça nous renvoie à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, sur le paradoxe du manager, vous vous souvenez ? Parfois quand on fait bien son boulot, on peut se sentir un peu inutile. Une autre anecdote, en tout cas un fait sur la taille des équipes, un jour je suis tombé sur le tweet suivant. Teams are immutable. Alors, je trouvais que cette image, elle était très forte. Alors, outre le petit clin d'œil à la programmation fonctionnelle, il y a toujours un avant et un après lorsqu'on recrute, ou lorsque quelqu'un quitte l'équipe. C'est toujours une nouvelle équipe qui va émerger du process. C'est pas un simple compteur qui s'incrémente ou se décrémente. Mais c'est bien l'équilibre de l'équipe qui est impacté pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors je trouve que ce tweet, il met bien en lumière que c'est pas sans conséquence de recruter, enfin du moins de faire rentrer quelqu'un dans une équipe. Mais c'est bien l'équipe, c'est bien l'équilibre de l'équipe qui est en jeu là. En guise de takeaway, on va essayer de faire la différence entre un bon et un mauvais manager. Bon, loin de moi l'idée de juger, ça sera de façon super subjectif, mais l'idée là c'est de lister des points qui me semblent au moins intéressants à mettre en œuvre quand on est manager. Déjà, c'est écrire les règles. On peut se demander comment respecter des règles si elles ne sont pas clairement connues ni clairement posées. L'idée, c'est de mettre noir sur blanc les règles de l'équipe. Alors, il ne s'agit pas de faire un équivalent du code pénal et mettre 12 volumes. C'est juste de consigner les règles et voir même la méthodologie de l'équipe finalement. Le but, c'est de définir un cadre que tout le monde... voilà, je la refais. Le but là, c'est de définir un cadre afin que tout le monde puisse s'exprimer à l'intérieur. Et rien que cette phrase, finalement, elle résume assez bien le rôle du manager. Définir un cadre afin que les collaborateurs puissent s'exprimer à l'intérieur. Toujours dans une précédente équipe, on avait fait une sorte de manifeste d'équipe. On avait consigné nos règles et notre méthodologie de travail. Alors c'était un document qui était vraiment utile, qu'on aimait bien ressortir de temps en temps. C'était également précieux quand on faisait un onboarding et qu'il y avait un nouveau membre qui rentrait. Ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment intéressant. Attitude et exemplarité. Alors là, je vais lister des traits de comportement que je trouve intéressants d'appliquer au quotidien. Déjà, ça peut paraître la base, mais alors c'est difficile de demander quelque chose à quelqu'un si on ne se l'applique pas à soi-même. Alors je pense vraiment qu'il faut donc s'appliquer la même rigueur qu'on demande aux autres. Ça peut paraître la base, mais ce n'est pas toujours le cas. Toxic Handler. Alors ça, c'est un concept théorisé en 1999 dans la revue de Harvard, excusez du peu, qui caractérise le comportement de certaines personnes à identifier des situations de stress ou de souffrance, afin de les apaiser et de les désamorcer. Et en fait, ça peut prendre plusieurs formes. L'écoute, l'empathie, voire même l'humour.
Et en fait, on n'en parle pas assez de l'humour, je trouve, et on peut très certainement travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Pour en revenir à ce concept de toxic handler, l'idée c'est de tuer le conflit dans l'œuf avant que ça ne prenne trop d'ampleur. C'est un trait de personnalité qui peut être bien utile pour un manager. Le but c'est d'instaurer un bon climat au sein d'une équipe. Ça c'est vraiment intéressant. Encouragement et reproche. Là je fais rapidement une parenthèse. Quand ça va bien, il faut le dire, les encouragements ils doivent être publics. Par contre les reproches, c'est pas la même. Les reproches sont de l'ordre privé et il n'est pas question de faire du public shame dans un Slack par exemple, comme j'ai pu le vivre dans de précédentes expériences. En plus de ça, les reproches, ils doivent être factuels et pas du tout dans le jugement. Un autre sujet que je voudrais évoquer, c'est les éléments de langage. Ça peut paraître anodin, mais l'utilisation l'utilisation du nous en lieu et place du jeu, c'est vraiment important. En radio, on dit qu'on utilise le vouvoiement parce qu'il a un côté inclusif pour l'auditeur. Et je trouve qu'on peut faire rapidement un parallèle avec ça. Cet élément de langage, il est super important parce que derrière, ça dénote un vrai état d'esprit d'équipe, un vrai état d'esprit de groupe et d'équipe. Par exemple, on ne va pas dire notre client. On ne va pas dire mon client, on va dire notre client, pardon. On ne va pas dire c'est mon problème, mais bien c'est notre problème. On ne va pas dire mon projet, on va dire c'est notre projet. Bon, méfiez-vous, ça a déjà été pris quand même. Un autre sujet super important, et peut-être s'il fallait retenir une chose de stock de la boîte à outils du manager, ça serait la chose suivante, le meeting one-to-one. Le meeting one-to-one, c'est vraiment un super moyen de développer une relation de confiance entre le manager et le manager. Alors c'est un meeting qui se déroule idéalement de façon hebdo ou bi-hebdomadaire et qui va durer entre 30 et 60 minutes. Là, le but, c'est de sortir des considérations sur l'opérationnel. On n'est absolument pas là pour parler de comment ça se passe les projets, mais en fait, on va se poser des questions un peu plus d'ordre général. Ce que j'aime bien, moi, par exemple, dans les meetings one-to-one, c'est toujours poser les 5 mêmes questions. Par exemple, est-ce que tu prends du plaisir à réaliser tes tâches? Est-ce que tu apprends toujours au quotidien? Ça, c'est super important. Selon toi, quelle est la santé de la code base? Et par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Faire ça, ça permet de faire une historisation et de faire un peu comme une météo et surtout faire une tendance et voir si les choses s'améliorent ou se détériorent. Et c'est vraiment top pour identifier les signaux faibles. Par exemple, la démotivation, la frustration, voire même le burn-out. Et c'est bien pour ça qu'il faut le faire plusieurs fois par mois. Sinon, vous allez passer à côté de choses, c'est évident. Après, on peut tout à fait, une fois que ça c'est fait, ouvrir une discussion libre. Par exemple, y a-t-il un sujet que tu voudrais évoquer aujourd'hui? Enfin bref, c'est une discussion qui est vraiment informelle et qui permet de mettre au clair les choses de façon récurrente. Et c'est vraiment super important. En guise de conclusion, devenir manager, c'est un vrai changement de cap dans sa carrière. En effet, on l'a vu, c'est mettre un peu de côté ses tech skills pour mettre à profit ses soft skills, l'adaptation, l'écoute, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut être prêt à faire le deuil du code, ou du moins du code à 100%. Néanmoins, c'est vraiment un super atout d'avoir été développeur. Ça vous donne une vraie légitimité par rapport à l'équipe. C'est aussi en fait se mettre à disposition d'une équipe afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Enfin, un autre point super important, c'est d'être à l'écoute et bienveillant finalement, pour donner à l'équipe le cadre le plus favorable pour réussir dans leur mission. Et j'en ai fini, et je voudrais juste remercier l'organisation du DevFest pour cette super organisation. Merci à eux. Si vous avez des questions, je vous écoute. J'ai dû tracer un petit peu parce que d'habitude ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Ouais, ok. Ouais.
Ouais, en fait, ce que j'ai voulu dire à travers ça, c'est que je trouvais que le nous, si tu veux, c'est vraiment impactant et ça montre bien que c'est une équipe et qu'on construit les choses ensemble, quoi. Mais oui, peut-être que le revers de la médaille, c'est qu'on ne sait pas d'où vient, comme tu dis, on est un con. Ouais. Après, je trouve que c'est intéressant vraiment d'utiliser. J'ai horreur qu'on me dise mon client, par exemple. Quand un commercial me dit c'est mon client, c'est pas mon client, quoi. Tu vois, c'est notre client, quoi. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais le dire, quoi. Ouais, c'est un peu le sujet. Ouais. C'est peut-être pas, tu peux pas l'adapter à tous les cas de figure. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Là-bas. Ah oui, là-bas. Je vois pas. Excuse-moi, j'ai la lumière dans la tête là. Ouais. Je vais approcher un peu. Alors, effectivement, bah, j'étais manager d'une équipe de 10 personnes là, quand le Covid est arrivé. Et finalement, en fait, on était déjà une équipe très solidaire, en plus multisite. Donc finalement, ça a été vraiment un non-événement de passer en télétravail complet par le Covid. Et depuis, finalement, le télétravail, il est arrivé dans cette boîte-là comme un mode de travail comme un autre. Et vraiment, en fait, comme on avait les outils asynchrones, j'ai pas évoqué ça, j'aurais pu l'évoquer. On avait pas mal d'outils asynchrones, par exemple pour les dailies, ce genre de choses, ou les revues de code, etc. Bah, c'était vraiment un non-événement, quoi. Finalement, travailler à distance, ça nous a pas posé de problème du tout, quoi. Ouais. Quand tu dis gestion de l'équipe, c'est vraiment opérationnel projet ou plus ouais. Je pense que quand tu as une grosse équipe, ça peut être. Je mets de côté l'opérationnel pur et dur, la gestion de projet, mais ça peut au moins une demi-journée par, tu vois. Enfin, la moitié de ton temps peut être. Enfin, ça dépend de la taille de l'équipe aussi, mais je pense que la moitié de ton temps, tu peux vite le passer, effectivement, ce genre d'entretien, les one-to-one. Enfin, si tu vois, tu le fais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, si ton équipe fait 6 ou 7 personnes, bah déjà, tu as déjà bien rempli ta semaine, quoi. Donc ouais, c'est assez chronophage. C'est pour ça que j'ai essayé de dire que quand tu deviens manager, bon après ça dépend les cas de figure, mais je pense que le code, faut le mettre de côté, quoi. Après, c'est plus ton rôle, quoi. Après, peut-être au début dans une transition, quand tu pars d'une petite équipe, comme on l'a vu, mais vite, il faut faire le deuil du code, quoi. Après, c'est plus, t'as rendu les clés du camion, c'est plus à toi de faire avancer les projets, c'est à toi de faire l'équipe qui va faire avancer les projets, quoi. Ça, c'est pas forcément toujours évident de faire ce deuil-là, quoi. Oui, ouais. C'est difficile d'y répondre, mais pour ma part, en fait, il a été plus simple d'avoir un petit peu d'expérience et de vécu, si tu veux. C'est plus du vécu humain, hein, c'est pas de la compétence technique, hein, clairement. Hein, c'est pas du tout de cela dont il s'agit. Euh, je sais pas, je pense qu'au bout de 3 5 ans, tu peux commencer à avoir. Ça dépend. Après, tu peux être en mid management et middle management et après monter si t'as l'envie, quoi. Après, c'est vraiment une question d'envie, hein. Comme j'ai essayé de le dire, pour moi, c'est pas une évolution forcément naturelle du développeur, clairement pas, quoi. Je pense que maintenant, on a fait des progrès à ce sujet, c'est-à-dire que l'expertise technique commence à être reconnue, vraiment. Avant, tu étais développeur, tu devenais manager. C'était la règle, c'était comme ça. Maintenant, l'expertise technique, elle commence à être reconnue, quoi. Donc, bon, je digresse, mais je pense que ouais, 3 à 5 ans, ça me semble. Pour avoir finalement connu des situations, quoi. C'est aussi intéressant de pouvoir faire appel à ce que tu as déjà vécu par le passé, comme j'essaie de le dire, pour pouvoir interagir avec des cas de figure, quoi. D'autres questions? Ouais. Excuse-moi, j'ai vraiment lu. De règles, bah, c'est tout bête, hein, c'est les horaires, c'est comment on se comporte, tu vois, ouais, c'est vraiment ça, définir un cadre. C'est juste du bon sens, quoi. Mais ouais, ça peut être les horaires, comment tu te comportes quand il y a un problème. Je sais qu'on avait mis ça dans ce que je citais tout à l'heure. Après, c'était aussi pas mal de méthodologie, c'est-à-dire, tu vois, on expliquait comment on fonctionnait, et ça, quand tu fais de l'onboarding, c'est super, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai pas évoqué aussi, mais documenter vos process d'onboarding, ça, c'est super. C'est-à-dire que quand vous allez recruter quelqu'un, bah, la procédure, elle existe. Si jamais vous n'êtes pas, enfin, que l'équipe est un peu moins dispo, en fait, il y a une procédure à dérouler, et l'onboarding, il se fait sans couture, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Bon, je fais pareil, je digressais un petit peu par rapport à ta question, mais oui, oui, ouais. Ouais. Ouais, voilà. En fait, il y a une analogie à faire avec le Scrum Master, parce que le Scrum Master, c'est un facilitateur, et le manager, quelque part, c'est aussi ça, quoi. Il n'y a pas cette hiérarchie avec le Scrum Master.
Mais clairement, je trouve qu'il y a vraiment un aspect Scrum Master chez le manager, quoi, le côté facilitateur. Et toutes les équipes n'ont pas forcément, enfin en tout cas dans mes expériences passées, j'ai pas connu beaucoup d'équipes avec un Scrum Master. Et je trouve qu'il y a vraiment ce parallèle à faire entre le manager et l'aspect facilitateur d'un Scrum Master qui lui n'a pas la responsabilité, enfin le côté hiérarchique, suivi de carrière, etc., quoi. Mais je trouve que c'est quand même, ça résonne, quoi, ces deux postes-là. Ouais, ouais. Une semaine, sinon c'est pas gérable, quoi. Et c'est pas une astreinte, hein. C'était vraiment, si tu veux, on détachait la personne et elle s'occupait du run parce que, en fait, quand on faisait la planification, je sais pas combien de temps il me reste, mais quand on faisait la planification, à chaque fois on se plantait parce que le run, bah, il nous tombait dessus. C'est du run par définition, tu peux pas le prévoir. Et ben on plantait tous les projets, quoi. C'est-à-dire qu'on savait pas. Par contre, là, quand on détachait la personne, on avait une capacité, tu vois, beaucoup plus précise pour cerner combien la capacité à faire de l'équipe sur ce sprint-là, quoi. Et effectivement, c'était un roulement hebdomadaire. Parce qu'au-delà, je pense que c'est un peu dur, quoi. On arrive à la fin. Bah, merci beaucoup.